et surtout sur ce qui est l'engagement sur la solidarité internationale. On s'occupe aussi de la low-tech et on a publié récemment un bouquin qui s'appelle L'écologie, un problème de riches. Et donc, ça nous a un peu interpellé là-dessus, c'est-à-dire certains passages où vous venez de dire justement la low-tech peut avoir un coût assez conséquent, il y a des soucis de financement. Donc, c'est un questionnement vraiment qu'on se pose, qu'on s'est déjà posé en association. Mais voilà, on se dit peut-être on a vraiment des problèmes qui relèvent, comme vous l'avez bien dit, d'une société qui est occidentale, qui est déjà trop dans le high-tech, alors qu'il y a plein de sociétés, je pense aux sociétés paysannes, par exemple d'Amérique latine, qui ont déjà quelques solutions peut-être à porter. Et je me pose vraiment, et donc je vous pose la question, est-ce que pour vous, cette low-tech reste un problème, entre guillemets, de riches, ou peut-être des élites d'ingénieurs, ou des personnes qui savent un peu, voilà. Moi-même, personnellement, je me sens un peu à l'abri de ces raisonnements. Je trouve que je me sens un peu exclue là-dessus, parce que je ne suis pas ingénieuse, voilà. Donc je me demande comment appliquer ça, déjà. Est-ce que ça peut être appliqué à l'échelle globale, en pensant à niveau global? Et un deuxième point que je voudrais soulever, c'est vraiment un positionnement plus politique, c'est-à-dire ça a été discuté pendant le film, c'est un projet politique, super. Peut-être que ça sera le sujet pour un prochain film, voilà, on vous donne un peu des idées. Mais voilà, c'est vraiment ce que vous veniez de dire par rapport au CAC 40 et tout ça. En fait, quand on parle de low-tech, quand on parle de high-tech, on parle de big tech. Et quand on parle de big tech, on ne parle pas que de réappropriation des outils, on parle aussi, en ce moment historique, de réappropriation de nos droits. Donc de réappropriation du droit à la vie privée, de ce qui est surveillance de masse, de tout ce qui est les implications géopolitiques de la big tech sur plan de conflit. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut être un prochain sujet, et je voudrais avoir votre retour sur comment vous pensez que ce côté du numérique un peu orwellien peut rejoindre l'idée de se réapproprier des outils et du en vivant. Voilà. Merci. Merci pour ces questions. On va essayer de faire bref. Sur la partie généralisation, démocratisation du monde, du milieu low-tech, de cette démarche, il est vrai que, vous l'avez vu dans le film, c'est quand même porté par les ingénieurs, surtout cette jeunesse, ces jeunes ingénieurs, designers, architectes, mais bon, quand même des gens qui ont fait plutôt des hautes études, qui ont eu accès à des savoirs, qui ont eu accès notamment à beaucoup de littérature, de bibliographie autour des technocritiques, et c'est pas à la portée de tout le monde. Finalement, c'est quand même assez intellectuel comme cheminement. On fait le reproche d'ailleurs à ce mouvement low-tech de dire oui, mais là vous ne partez pas des besoins. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans un milieu, en tout cas ce monde occidental, pour le moment en grande partie, en tout cas on va dire la classe moyenne, celle qu'on voit plutôt dans le film. Il est vrai, on ne voit pas les classes populaires, j'en parlerai un petit peu juste après. L'idée c'est qu'on n'est pas dans un monde contraint. Donc on ne repart pas des besoins, on est dans quelque chose de très intellectuel, où on fait face aux limites planétaires, on a le rappel des courbes et des courbes Meadows, on a les rapports du GIEC, on a tout ça en tête et on se dit c'est pas possible, il faut agir, et donc on fait des low-tech. Donc il y a un côté presque un peu accessoire, dérisoire parfois, et il est vrai que c'est pas évident dans nos sociétés d'imposer le four solaire à la place du four à gaz, ou la petite éolienne pigote à la place de la prise électrique et du courant EDF. C'est sûr que là, pas facile de lutter, et on se rend compte que oui, les gens ils viennent par les hautes études, par des réseaux aussi. On se rend compte qu'il y a des réseaux d'étudiants, de jeunes sortis d'études, et ce réseau-là, par exemple, Ingénieurs Engagés, qui a fait pas mal de bruit, et notamment aussi pour un réveil écologique, ce manifeste signé par plus de 35 000 étudiants en France, c'est pas rien. Donc voilà, ça s'articule comme ça en France, c'est un peu déconnecté des besoins, de la base, ce dont parle en fait par Abbé Chaillot, c'est-à-dire ce truc où il faut reconnecter, sortir du hors-sol et se reconnecter à la nature et repenser à nos besoins vitaux. Sauf que pour penser à tout ça, il faut quand même un peu dans le système D, quoi. C'est-à-dire ce qui est vécu, en effet, dans les pays du Sud, là où en Amérique du Sud, en Afrique, où par exemple les low-tech sont employés au quotidien, mais de façon ingénieuse et souvent sous la contrainte. Donc il y a certainement des ponts à faire entre ces logiques-là. Et il se trouve que là, c'était un choix, parce que je me suis dit que je m'embarquais
dans un chapitre immense, et notamment le chapitre du numérique, c'est pareil, je l'ai un peu écarté parce que pour moi c'est compliqué, c'est ouvrir un peu la boîte de Pandore, notamment. Donc il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, de groupes qui travaillent avec les quartiers populaires pour sensibiliser à la question des low-tech. Alors c'est vrai que moi il y a une temporalité différente, c'est qu'au moment où j'ai tourné, j'ai senti que c'était beaucoup dans le discours et que dans les actes il ne se passait pas grand-chose. Cet atelier de réparation qu'on voit à Nantes, les gens du quartier ils n'étaient pas là, c'était que des blancs qui venaient de l'autre bout de la ville et qui venaient là par conviction politique, écologique, et qui venaient pas par nécessité. Et c'était le cas aussi avec la petite Tania au Saint-Concarneau, au pied des tours d'habitation, où en fait le Low-Tech Lab, ils ont offert des pieds et des mains, proposé des visites, etc. Les gens du quartier, ils n'avaient pas rien à secouer, mais en tout cas, ça les faisait rire, quoi, ça les faisait doucement rigoler, et puis ils se disaient, bon, bah, c'est quoi, c'est pas boss, là, ou je sais pas quelle expression j'utilisais. Donc en fait, il y avait une impossibilité de discours, et là, de dialogue, et là, ce que moi j'ai découvert au fil des rencontres avec le public, c'est que, et notamment en voyageant encore plus en France, je me suis aperçu que oui, à Lille, à Marseille aussi, à Briançon, c'est vrai que ça existait déjà il y a plusieurs années, mais voilà, il y a plein d'associations qui font le lien justement entre les quartiers populaires, des gens qui sont dans le besoin, et cette possibilité du low-tech. Et là, il y a évidemment il y a cette possibilité de démocratiser et d'arriver par d'autres biais que le biais réservé à une élite intellectuelle qui découvrirait ça à travers la lecture du bouquin de Lewis ou une conférence de Jean Covici, par exemple, dans une école d'ingénieurs. Voilà. Je m'arrêterai là parce que j'ai pas le temps. Il y a quand même quelque chose qui est étonnant. C'est qu'à la rigueur, si on regarde les choses juste de l'extérieur, les différentes façons les différentes options qui existent low-tech aujourd'hui, ce sont des choses qui sont très low-cost quand même pour la plupart. Je ne dis pas dit que je dis que la low-tech c'est pas nécessairement low-cost. Mais ce qui existe aujourd'hui à ce stade, c'est très low-cost. Faire une marmite norvégienne, c'est assez low-cost. Et c'est justement des choses qui sont démocratisables à mort, accessibles aux plus pauvres. Le problème, c'est l'accès mental. C'est-à-dire qu'il faut que les gens s'y intéressent, il faut que les gens sachent que ça existe, il faut que les gens... Voilà. Et effectivement, culturellement, ça ne leur parle pas forcément. Donc la difficulté d'accès, elle est là. Au début, il y a... Donc déjà, je disais bien tout à l'heure, selon moi, il y a deux grandes visions des low-tech, c'est pour ça que je ne dis pas là, mais des low-tech. Et il y a une vision qui pourrait demain, elle reste à faire, qui pourrait demain véritablement devenir très industrielle. Des choses comme la gazelle, c'est les premières étapes de ce que je pense, voilà, avec les vrais enjeux d'innovation, etc. Mais donc, ça, donc, on est effectivement dans un registre bien spécifique qui n'est pas démocratique, qui n'est pas le commun des mortels. Et après, il y a l'autre vision, l'autre approche des low-tech, sachant que ce n'est pas deux pôles, hein, c'est un continuum entre les deux. Voilà. Et il y a une vision plus marmite norvégienne, plus le gars qui pédale pour faire tourner le tampon de sa machine à laver, plus des choses comme ça, ou le four solaire et compagnie, Rocketstove. Et ces choses-là, donc elles sont accessibles à tout le monde, il faudrait juste que les gens le sachent et le veuillent. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce que donc, parce que c'est accessible à tout le monde va y accéder, Non, c'est pas possible. Tant qu'on est dans ce monde-là, tant qu'il continue et tant qu'il persiste à nous mettre dans la tête que demain sera toujours mieux, les gens n'en ont rien à foutre. Voilà. La grande majorité des gens, c'est pas c'est en bas des barres d'immeubles, là où ils sont bien gentils. C'est vraiment des fils de bourges qui ne savent pas quoi faire de leur temps. Quoi. Voilà. Très bien, qu'ils rigolent. L'important n'est pas d'essayer, parce que c'est impossible de faire en sorte que tout le monde bascule, s'approprie le truc. L'important, c'est de le faire. Et c'est donc normal qu'il y ait des pionniers. Et parmi ces pionniers, il y a des innovateurs. Beaucoup de ces innovateurs, pas tous, beaucoup de ces innovateurs peuvent se permettre de l'être pour deux raisons. Un, ils ont une formation à minima technique qui leur donne quand même quelques compétences. Deux, ils ont un petit peu de marge de manœuvre au niveau financier qui fait qu'ils peuvent se permettre aussi de faire ce type de projet. On retrouve beaucoup d'ingénieurs et de gens qui font des écoles d'ingénieurs ou dans cet ordre-là. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est pas parce que c'est eux qui étaient là au début, les pionniers de ce truc-là, que c'est fait pour et par les ingénieurs uniquement. L'idée, c'est qu'ils font des choses, il faut ensuite les faire connaître, les raconter de façon inspirante. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trois types d'éléments. Un, des indicateurs. Il faut montrer, voilà, on a mis ça en place, et ça nous permet d'économiser tant en électricité, tant en eau, tant en ceci, tant en déplacement, tant en cela, et de démontrer, avoir des choses concrètes. Deux, des témoignages. Des témoignages de gens
qui l'ont fait, qui disent moi je ne pensais pas que, mais finalement c'était super. Des gens qui globalement montrent comment ils ont évolué dans leur façon de voir le monde, de se comporter, de vivre et leur lien, leur rapport à la low-tech. Troisièmement, des images. Il faut des images et il faut ensuite mettre ces images et ces indicateurs et ces témoignages en récit de façon inspirante. Quand on fait tout ça, ça se diffuse si c'est bien fait. Et il y a plein de gens qui vont en entendre parler. Est-ce que ça va suffire pour qu'ils basculent? Non. Certains oui, mais la plupart non. Ils continueront à regarder Netflix, le cul bien installé dans leur sofa. Voilà. Mais le jour où ça va basculer pour eux, parce qu'il y a un jour où ça va basculer pour eux, alors à ce moment-là, peut-être se diront-ils, ben finalement, c'était peut-être pas si con ce qu'ils faisaient les deux gamins là en bas de chez moi. Et à ce moment-là, la graine aura été semée et peut-être la société pourra-t-elle, du moins en partie, basculer du bon côté de la force. Voilà, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut viser. Oui, effectivement.